va parler des différents types de réactions au stress. Alors le stress, pour rappel, c'est quelque chose d'utile dans la vie courante pour mobiliser nos ressources face à un danger. C'est important de pouvoir mobiliser nos ressources s'il y a un danger dans la vie. Mais à un niveau juste, ce danger-là. Et ce qui n'est pas normal et dangereux, c'est quand ça dure ou quand c'est à des niveaux qui ne sont pas adaptés à la réalité. Donc à la base, la phase de stress, elle est courte. Elle sert à mobiliser tout ce qu'il faut pour gérer. Par exemple, vous êtes en train de traverser et tout d'un coup, il y a une voiture qui déboîte. Vous allez aller à fond. Donc là, c'est du stress qui va vous permettre de courir plus vite, de mobiliser toutes les ressources dans les jambes et dans le cerveau pour réagir. Donc ça, c'est bien. Par contre, dès que vous avez fini de traverser la rue, là, ça va s'apaiser et tout revient. Donc, quand le système nerveux sympathique il passe en mode stress, il va bloquer tout ce qui est inutile, à savoir la digestion, le système reproducteur, le système immunitaire, notamment, principalement. Et il va se concentrer sur la production d'énergie. Donc il va mobiliser l'énergie puis la dépenser dans une réaction d'urgence à court terme pour favoriser la fuite ou la lutte en permettant aux organes qui sont liés au mouvement de fonctionner à fond. Mais ensuite, il doit repasser en mode repos pour récupérer, que le système nerveux parasympathique puisse prendre le relais et qu'il vienne relancer les fonctions qui ont été mises en veille, donc celles que je citais tout à l'heure, l'idéal étant un équilibre entre le parasympathique et le sympathique. Comme on l'a déjà vu notamment pendant le challenge, pour celles qui ont participé, l'inconscient, il enregistre des dangers depuis qu'on est petit. Et s'il détecte un danger qui est dans sa liste, il va évaluer en fonction de l'environnement et de ses connaissances si c'est possible de fuir. Si c'est possible de fuir, il va déclencher le stress de fuite. Si c'est pas possible de fuir, il va plutôt passer en stress de lutte. Et si c'est pas possible, parce que par exemple on est une petite souris face à un lion et que peut-être le stress de lutte n'est pas totalement adapté, il va passer en mode stress d'inhibition, paralysie. Et le lion, s'il voit une souris qui est comme si elle était morte, c'est même plus drôle. Donc il se peut qu'il la laisse. Le stress d'inhibition peut servir à ça. Bref. Donc pour redétailler ces trois, donc on a là les trois types de réactions au stress. Donc le stress de fuite, le stress de lutte et le stress d'inhibition. Donc je vais revenir sur tout ça. Donc le stress de fuite, on fuit pour éviter le danger. C'est une réaction instinctive de notre corps face à une situation stressante. Donc dans cette situation-là, notre organisme il va préparer notre corps pour fuir le danger en libérant les hormones comme l'adrénaline et toutes celles qui permettent de fuir. Le rythme cardiaque s'accélère pour donner un max d'énergie dans les muscles. Les muscles se tendent, la respiration devient plus rapide, pareil, pour envoyer un max d'oxygène. Et donc, cette réaction-là, elle est utile quand on est confronté à un danger réel qui nécessite une réponse immédiate. Donc, voilà, on est poursuivi, il y a une voiture qui déboîte, il y a un truc. Là, oui, il faut qu'on fuit. Ok. Le stress de lutte. Le stress de lutte, on passe en mode combat pour affronter le danger. Quand on se sent menacé et qu'on doit faire face à une situation stressante, notre corps il va se préparer à se défendre en mobilisant toutes ses ressources. Donc ça va être les mêmes hormones de stress que dans le stress de fuite qui vont être libérées, mais la réaction va être différente. Au lieu de se servir de notre énergie et de nos muscles pour courir et s'enfuir, on va chercher à affronter la situation en mobilisant notre énergie et notre courage. Ouais. Et donc cette réaction, elle est souvent observée quand on est confronté à des défis ou à des situations qui vont nécessiter une action de notre part. Et puis le stress d'inhibition, enfin, on est paralysé, incapable de réagir. Ça se produit quand on est confronté à une situation stressante qu'on peut ni fuir ni combattre ou bloquer. Et donc dans cette réaction-là, en fait, notre corps il entre vraiment dans un état de paralysie apparente. Il peut y avoir une diminution de l'activité physique, une réduction du rythme cardiaque, un sentiment d'engourdissement émotionnel, c'est-à-dire qu'il éteint le corps, il éteint aussi les émotions. Et ça, c'est souvent observé quand il y a vraiment on est submergé par le stress d'un coup et qu'on se sent totalement impuissant en fait. Donc ça c'est important de reconnaître ces différentes, on va voir comment les reconnaître, ces différentes types de réactions. Que ce soit chez nous ou chez les autres, c'est important déjà pour pouvoir ensuite avoir les stratégies pour les surmonter. Donc,
tout ce que je vous ai expliqué, là, c'est vraiment, je vous l'ai expliqué en mode, c'est comme ça que c'était au niveau des hommes préhistoriques, c'est l'instinct animal, donc avec ces trois modes de réaction. Mais ça, on le vit aussi dans la vie de tous les jours, et ça se manifeste dans plein de situations. Alors bien sûr pas par une vraie fuite ou une vraie attaque, enfin en principe pas trop, mais les mécanismes en fait restent les mêmes. Par exemple, le stress de lutte, quelqu'un qui va être très perfectionniste et qui est pris en défaut sur quelque chose, où il a peut-être fait un truc pas tout à fait très bien, et ben là, il va attaquer sur autre chose, en mode défense-attaque, quoi. Ça va être une réaction de stress de lutte. C'est-à-dire qu'il va, pour pas qu'on... Enfin, voilà, pour pas se faire attaquer sur le truc, il va contre-attaquer d'une autre façon, quoi. Ou alors, il y a des personnes, j'ai vécu ça avec un ami, ancien collègue, qui se bloque complètement, euh, où on a l'impression de se retrouver face à un mur, en fait. C'est-à-dire que il reste bloqué dans une espèce de... dans une croyance, et l'inconscient stresse tellement du fait que cette croyance pourrait être remise en question, qu'en fait, ça passe en mode stress de lutte, et c'est un mur. Donc la personne, elle va répéter son idée, son truc en boucle, rester sur sa position avec une fermeté extrême, et plus rien ne peut l'atteindre, en fait. On tombe vraiment face à un mur de forteresse, quoi. Et ça, c'est aussi du stress de lutte. Et c'est assez... On peut vraiment l'observer, ça, certaines fois. C'est assez impressionnant. Le stress d'inhibition, par exemple, ça va être quand quelqu'un nous crie dessus et que on est paralysé, incapable de réagir. On se dit qu'il faudrait qu'on réagisse, on se dit que c'est pas normal, on se dit mais pourquoi elle me crie dessus? Et intérieurement, on peut se dire des choses. C'est paralysie totale. Le stress de fuite. Alors, par exemple, si vous avez un rendez-vous stressant, ça va être envie de pas y aller. Ça, c'est du stress de fuite. C'est au dernier moment trouver non, mais je peux pas trop parce que. Alors, l'inconscient, il trouve plein de bonnes excuses dans ces cas-là. Et donc, mais ne serait-ce que le petit stress qui fait avoir envie de pas y aller, ça, c'est du stress de fuite. Moi, quand j'étais en formation d'hypnothérapie, j'étais typiquement en stress de fuite dès qu'il demandait quelqu'un pour venir faire, pour aller faire s'entraîner entre nous, qui veut faire le thérapeute, machin. Là, j'étais vraiment genre, mais comment je pourrais me barrer d'ici, la tête baissée, et je me sentais tellement incapable de faire tout ça que j'étais en stress de fuite, mais typique. Vous savez, c'est quand on baisse la tête et on a l'impression que le gars, si on baisse la tête, il va pas nous voir. Comme les enfants. Donc ça, c'est du stress de fuite. En fait, on va aussi éviter toutes les situations où on a peur. Donc, quelqu'un qui a peur du vide va éviter d'aller se balader en montagne, etc. Mais quelqu'un qui a peur, qui a une phobie des requins, mais c'est-à-dire que peut même pas se baigner simplement dans une mer où elle sait très bien qu'il n'y a pas de requins. C'est juste à partir du moment où on est dans l'eau, il y a des requins, elle va jamais aller dans l'eau. Voilà, ça c'est des situations d'évitement. Typiquement, c'est du stress de fuite. On évite les situations où on pourrait potentiellement se retrouver, ou quelqu'un qui a peur des araignées, qui va pas vouloir dormir en tente, qui va pas vouloir dormir dans un grenier, etc. C'est aussi du stress de fuite quand on trouve plein d'excuses pour pas faire quelque chose ou pas aller quelque part. Comme ce que je vous racontais, ça peut entraîner vraiment... le stress de fuite, il peut entraîner plusieurs choses. Il peut entraîner, comme je le disais, d'éviter les situations stressantes. Donc, si on risque d'être confronté à une situation stressante, on va chercher à les éviter. Et ça peut se manifester de différentes manières. Par exemple, si on a peur de prendre la parole en public, on va essayer de trouver des excuses pour pas assister à des réunions ou à des événements où éventuellement on pourrait être amené à parler devant les autres. Donc on va fuir les réunions, les choses comme ça. S'il y a un conflit entre personnes, on va tout faire pour éviter de croiser la personne ou d'aborder en tout cas ce sujet-là. Donc on va parler de la pluie et du beau temps si jamais on le croise. Surtout, on va parler d'autres choses, on va trouver des sujets, mais on va surtout éviter de parler du sujet qui fâche. Ça peut occasionner aussi du repli sur soi, le stress de fuite, parce que on va en fait se retirer socialement et émotionnellement
en préférant rester isolé plutôt que de faire face aux situations stressantes. Par exemple, après une journée difficile au travail, on peut avoir tendance à s'enfermer chez soi en évitant tout contact social, on n'a pas envie de ressortir, etc. Et on va plutôt chercher refuge dans des activités qu'on fait tout seul pour éviter toutes les sources de stress externes. Et puis, face au stress de fuite, notre inconscient il peut aussi avoir recours à des mécanismes de défense pour faire face à cette anxiété, à cette angoisse. Donc par exemple, il va nier les choses, on va pas reconnaître ou on va pas affronter la réalité. On peut attribuer nos propres peurs ou nos propres angoisses à quelqu'un d'autre plutôt que de les reconnaître chez nous, etc. Tout ça, c'est des moyens pour nous protéger temporairement de ce stress, mais du coup, ça peut nous empêcher vraiment de nous développer personnellement et d'évoluer bien, quoi. Et il peut arriver aussi que plusieurs réactions s'enchaînent. Par exemple, tiens, je vais reprendre le travail, j'ai beaucoup parlé de travail, j'en refais une et après je parle plus de travail. Une personne qui reçoit un mail critique de son hiérarchique, sa première réaction peut être de rédiger une réponse défensive pour justifier ses actions. Là, on va être en stress de lutte. Et puis finalement, une fois qu'elle a envoyé la réponse, ou avant ça peut aussi, mais elle va commencer à stresser à propos des conséquences potentielles, et parce qu'elle se dit merde, il va recevoir mon mail, du coup peut-être il va débarquer dans le bureau, je me casse. Donc là, potentiellement, elle va aller soit faire une petite pause à l'extérieur, à machine à café, ou peut-être partir plus tôt pour pouvoir éviter une confrontation directe. Donc là, on est dans le stress de fuite. Et puis peut-être qu'en s'éloignant, en allant faire cette pause, elle va se sentir paralysée par l'anxiété. Elle va se retrouver là assise sur le banc et puis incapable de savoir ce qu'elle va faire après. Là, on sera dans du stress d'inhibition. Si je sors du travail cette fois, un autre exemple comme ça où ça peut s'enchaîner, lors d'une dispute, si la personne va être vraiment dans la confrontation, en exprimant ouvertement ce qui lui convient pas, son mécontentement, etc., là, elle va être dans le stress de lutte. Et puis, peut-être que si la dispute s'intensifie trop, à un moment, pour pas aggraver les choses, elle décide de quitter la pièce. Donc, on passe en stress de fuite. Elle se dit, ouais, de toute façon, on va pas s'en sortir comme ça, donc hop, stress de fuite, elle se barre. Et puis finalement, une fois toute seule, elle peut se retrouver figée aussi, en ayant du mal à gérer ses émotions et à penser clairement à réfléchir clairement sur une façon de sortir de ça, de résoudre ce conflit-là. Un autre exemple où ça s'enchaîne dans un autre sens, par exemple, pendant une présentation en public, une personne peut d'abord se sentir complètement paralysée par la peur, par le trac en fait, et elle va être incapable de parler ou de bouger, comme si les mots voulaient pas sortir. Donc on va être dans du stress d'inhibition. Et puis finalement, elle a appris des techniques pour retrouver sa confiance, son assurance. Donc hop, elle commence à parler, à répondre aux questions de l'audience, et puis à défendre ses points de vue face aux critiques. Là, elle va être en stress de lutte. Et puis quand la pression devient trop grande parce qu'il y a trop de critiques, etc., et que la lutte devient peut-être trop inégale et que le stress va reprendre le dessus, là, elle peut trouver une excuse pour conclure rapidement et puis quitter la salle. Ça y est, on a fini les questions et puis hop, je me barre. Il y a aussi là où le stress est plus logique en soi, donc dans les réelles situations d'urgence. Là, c'est là où il est juste, le stress, et c'est bien qu'il soit là. Par exemple, on peut commencer par une réaction d'inhibition. Alors là, je vais prendre l'exemple d'un incendie. Face à une alarme d'incendie soudaine, la personne, elle peut être d'abord figée par la surprise et puis par qu'est-ce que je fais en fait ? Ah mince, qu'est-ce que je dois faire quoi ? Donc il peut y avoir du stress d'inhibition au début. Et puis après, en se disant merde, je suis en danger, hop, elle reprend ses esprits et là, elle va commencer à courir vers la sortie la plus proche. Donc on passe en stress de fuite, qui est bien. Enfin, c'est bien fait quand même. Là, c'est le but, c'est utile. Et puis, une fois en sécurité, elle va pouvoir aider les autres à évacuer. Elle va pouvoir donner des instructions, encourager les moins réactifs, aller booster ceux qui n'arrivent pas à sortir, etc. Donc là, on va être plus dans l'action, le stress de lutte. Et là, on est vraiment dans la situation d'urgence où les stress sont justes en termes d'intensité et justifiés. Voilà. Alors, comment et pourquoi on les reconnaît ? Alors, comment déjà ? Le stress de fuite, ça va être vraiment les yeux qui fuient, en fait.
les yeux qui vont chercher partout par où ils pourraient fuir. Donc c'est vraiment le regard fuyant. Alors je disais tout à l'heure aussi, si on baisse la tête, c'est genre, voilà, je veux pas qu'on me voit. C'est un peu ça aussi. Mais on est limite dans le stress d'inhibition quand on baisse la tête. On est à cheval entre les deux. Et du coup, ce regard fuyant qui cherche partout, là, genre comme ça, là. Là, c'est du stress de fuite. Cligner les yeux, enfin essayer de masquer les choses en fait, donc faire plein de clignements d'yeux, se racler la gorge, des choses comme ça, ça ce sont des signes de stress de fuite. Il y a beaucoup de personnes, c'est flagrant, moi je sais que mon père c'était ça, il se raclait la gorge, et moi peut-être je le fais aussi, je sais pas, parce que c'est plus dur de se rendre compte sur soi, je fais pas forcément attention, et voilà. Il va y avoir de la transpiration, on peut rougir aussi quand il y a du stress de fuite, et puis il peut y avoir de la confusion dans la pensée, dans les paroles, parce que en fait c'est l'inconscient qui prend la main, le mental il n'arrive plus à réfléchir, et du coup ce qui sort est pas forcément tout bien cohérent, parce que l'inconscient il prend la main en étant en mode stress, donc il fait ce qu'il peut. Ça c'est donc le stress de fuite. Le reconnaître chez vous et le reconnaître chez les autres, c'est toujours plus facile de commencer par chez les autres, hein. Le stress de lutte. Le stress de lutte, ça va être au contraire du regard fuyant, ça va être le regard fixe et frontal. Vous voyez, là on est en mode... voilà. Vraiment, genre, je te tue des yeux, quoi. Elle a les yeux revolver, c'est ça. C'est vraiment le regard, mais en mode combat. La voix qui va augmenter en intensité aussi. Elle va être plus ferme et plus forte. En fait, tout le haut du corps va être en tension. Et il va y avoir vraiment cette... voilà, on se met en mode... donc, il va y avoir une tension du haut du corps, des gestes impatients, précis, des choses vraiment... vous voyez, vraiment dans la fermeté, dans le truc comme ça. Le cerveau est très clair, là, cette fois. Il sait où il va. Il veut avoir raison. Il a une chose en tête, avoir raison. Donc, il a sa cible. Et c'est pour ça qu'il a les yeux vraiment qui vont droit sur la cible. Le stress de lutte, le cerveau, il a sa cible et il lâchera pas tant qu'il l'a pas. À moins qu'il passe dans un autre mode de stress et qu'il arrive à faire baisser le mode stress. Donc ça, c'est le stress de lutte. Et puis le stress d'inhibition, ça va être plus la voix qui baisse, voire pas de voix du tout en fait. Si on arrive à parler, ça va être une voix très faible, mais sinon, souvent c'est carrément pas de voix. Le visage et les épaules tombant. Donc vraiment vous voyez, quand je disais aussi la tête, potentiellement la tête peut être comme ça. Donc il y a cette espèce on se referme un peu sur soi en fait. Et là, le cerveau, il est figé aussi. Donc en fait, il y a plus de pensée. C'est même pas des pensées confusionnées, etc. C'est blackout. La seule pensée, en gros, c'est qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce qui se passe, ou je comprends pas. Donc voilà comment vous pouvez les repérer. Et c'est amusant de les repérer aussi des fois dans les films. Il y a certains films où si les acteurs jouent bien, on va pouvoir repérer ces différents trucs-là. Donc c'est intéressant. Parce que déjà, en prendre conscience, c'est un premier pas. Et le repérer chez les autres, c'est intéressant. Le fait de savoir que si la personne réagit comme ça, c'est parce qu'il y a un truc qui se passe en elle. Ça peut nous aider à réagir d'une façon différente, en fait, à être plus compréhensif sur les choses. Voilà. Donc, après, c'est pas en sachant tout ça qu'on va arriver à gérer les choses sur le long terme, hein. Conscientiser le fait qu'on ait un tel type de réaction au stress, ça va pas l'enlever. Il faudra aller retirer à la racine de la mauvaise herbe pour se libérer complètement du stress récurrent, comme vous l'aurez compris si vous avez vu le challenge. C'est notamment pour ça que j'ai créé mon programme C5A, hein, créatrice autonome et apaisée par l'auto-hypnose active. Si vous voulez en savoir plus, avoir tous les outils pour vous libérer du stress de façon profonde et durable, peut-être que ce programme est fait pour vous, donc sentez-vous libre de me contacter, de m'envoyer un petit message ou de mettre un commentaire. Si vous souhaitez en discuter, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.